Ok. Donc, je vais fortement suivre le chapitre 3. Tout est disponible sur le Moodle. Hop. Donc, je vous montre ça. On va essayer de suivre cette approche. Je vais essayer de vous donner un petit peu d'indices en faisant un petit peu de live coding. J'espère que ça va marcher. Et puis voilà. Donc, le chapitre d'aujourd'hui, c'est de voir CSS. Je pars du principe que les deux cours d'avant sont bons. Donc, comment marche un serveur web, comment est constitué, enfin, de quoi est constituée une page web avec ses notions de ressources. Et on va s'intéresser à CSS. Tout petit rappel quand même sur le cours d'avant. En principe, vous avez fait le TP, mais on va quand même vérifier ça. Alors, en principe, j'ai tout préparé. Donc voilà, j'ai une toute petite page web ici. Autre chose. Je vais regarder un peu ça pour l'instant. Voilà, c'est une toute petite page web et j'ai mon serveur qui est juste à côté. C'est d'abord à côté, on va y arriver. Est-ce que c'est celui-là tout simplement? On a des choses sur mon écran. Pénible, c'est barre. Voilà. Ok, serveur.js, il est là. Voilà, en principe, c'est celui-là. Voilà, c'est ça. Et ça sert tout le monde. Ok, donc mon serveur, il tourne sur le port 8080 et je vais essentiellement afficher cette page HTML qui est là, qui est très simple. On va la voir et je vais pour l'instant commenter. On reviendra à ça par la suite. Ça, c'est un commentaire en HTML. Je vais commenter le CSS et je vous expliquerai ça de suite. Je reviens sur la page web. Hop, localhost 2.8080. Voilà. Donc ça, c'est la page web qui est là. Elle est très simple. Elle est un peu stupide. Et je voulais juste vérifier que vous êtes bon sur le DOM et sur ces notions de boîte. Et après, on reviendra dessus pour mieux comprendre comment ça marche. Alors, le DOM, c'est un arbre qui représente les balises. Et on l'a ici, en fait. Si vous allez sur éléments, vous pouvez comprendre comment marche le DOM. Vous voyez body qui est là, fils H1. Ensuite, on a le paragraphe. Ensuite, on a H1. Ensuite, on a un petit paragraphe. Tout ça, c'est cet arbre. Et alors, je vais pouvoir, j'espère, utiliser mon magnifique outil que j'utilisais il y a très longtemps. Je vais le faire. Je vais essayer de faire des petits dessins sur mon écran. Ça, hop. Donc, le DOM qui est là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que j'ai une balise qui s'appelle body. Ensuite, j'ai quoi comme premier enfant? J'ai une balise H1 qui va contenir du texte, qui va contenir style. Et ce H1 contient une autre balise qui s'appelle span. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis là pour l'instant. Span qui va contenir CSS. Donc là, pour l'instant, j'ai fait que ça, là, que ce truc qui est là. Ensuite, je continue. Fils de body, on a un paragraphe. Une nouvelle balise ici. Je ne vais pas avoir assez de place. Hein. J'ai un tout petit écran ici. Mais je suis là, voilà. J'ai une nouvelle balise P. Donc là, j'ai une chaîne de caractères, puis ensuite encore un span, etc., etc. Voilà, c'est très moche, mais j'espère que c'est assez bon pour vous, cette structure en DOM. Et donc, le but du painting, ça va être de prendre tous ces nœuds et de faire des boîtes. Alors, voyons voir si j'y arrive. Je vais tout effacer comme ça. Je vais essayer maintenant de faire des boîtes. Donc, j'ai une première boîte. Une boîte, c'est quoi? C'est vraiment un rectangle. J'ai une première boîte qui correspond au nom body, à la balise qui est là, body. Ensuite, j'ai une boîte pour H1. Et alors, ça, c'est dans le cours d'avant, mais H1, elle a une particularité, cette boîte. Je vais vous montrer ça dans le cours quand même, parce que ce sont des notions qui sont importantes. C'est un tout petit rappel du cours précédent. La souris est là. Hop, on va prendre le cours HTML. Ah oui, par contre, ça, le dessin est dessus, c'est pas bien grave. Vous arriverez à lire entre les lignes. Donc ça, en principe, c'est vu en TP, mais je préfère le présenter en vidéo, comme ça, vous le saurez. Voilà. Donc ce sont les principes qui sont là. Premier principe de positionnement des boîtes. Les boîtes, la boîte allouée à un nœud de l'arbre contient les boîtes allouées à ses fils. Donc ça, c'est vachement important. Deuxième principe des boîtes. Les boîtes allouées à des nœuds frères sont positionnées les unes au-dessus des autres en mode bloc ou les unes après les autres en mode inline. Et il y a un tableau qui nous dit est-ce que les balises sont plutôt en mode bloc ou en mode inline?
Je vais un peu vite, mais la balise que j'ai regardée, c'est la balise H1. Cette balise est en mode bloc. Je reviens enfin là-dessus. Là-dessus, voilà. Je reprends mon petit stylo. J'espère pas que vous le voyez. Il est là, c'est parfait. Donc la balise qui est H1, qui est sous body, celle-ci, là, hop, elle prend tout un bloc. C'est-à-dire que cette boîte, elle va prendre toute la ligne. Ça, c'est H1. C'est la balise H1. Dans H1, je vais avoir du texte, style. Je vais avoir une autre boîte. C'est le span qui est là. Ensuite, j'aurai le paragraphe. Bon, ça va être moche. Le paragraphe est là, etc., etc. Donc ça, c'est les boîtes. Je pars du principe que vous connaissez ça. Et maintenant, on va essayer de comprendre à quoi sert CSS. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque on fait le painting, donc c'est vraiment la mise à l'écran de ces boîtes-là, tac, eh bien, on va avoir des propriétés graphiques. Alors, les boîtes, hein, vous voyez ici, ce qui est assez agréable avec l'arbre, c'est qu'on les voit bien. Les propriétés graphiques, c'est typiquement, ben, OK, je vais afficher une boîte, je vais afficher du texte, mais quelle est la taille du texte? Ça, c'est une propriété graphique. Quelle est la couleur du texte? C'est une autre propriété graphique. Quelle est la taille de cette boîte? C'est une autre propriété graphique, etc., etc., etc. Donc, il y a plein de propriétés graphiques qu'on peut voir dans les outils de développement, qu'on peut voir ici. Là, voilà, display block margin. Margin, c'est est-ce qu'il y a une marge? Si je sélectionne une autre balise, je vais avoir d'autres propriétés graphiques. Font, weight, et d'autres propriétés graphiques. Voilà. Je vais avoir plein de propriétés graphiques. Le span, voilà, bold, gras. Donc, on a plein de propriétés graphiques et HTML va donner des valeurs par défaut. Il va nous dire, ben voilà, quand c'est H1 notamment, voilà, par défaut, c'est 2 EM. Donc, ça, c'est la taille. Et ça, ce sont des valeurs par défaut de HTML. Alors, ces valeurs par défaut, elles sont intéressantes, mais ben, parfois, elles ne conviennent pas. Si on veut faire une belle page HTML, on va trouver que c'est sympa, ces valeurs par défaut, mais c'est pas suffisant. On voudrait avoir peut-être des couleurs différentes, peut-être des fontes différentes, peut-être des façons de positionner les boîtes les uns par rapport aux autres un peu différentes. On voudra peut-être une boîte ici en haut à droite. Comment on fait? Donc ça, ce sont toutes ces valeurs par défaut. Et en fait, CSS, c'est vraiment ça l'idée. CSS, c'est de changer les valeurs par défaut. J'ai écrit ça, hop, dans mon petit PDF. Voilà. Une feuille de style. Est-ce que je peux zoomer? Je vais peut-être zoomer un peu. Voilà. Une feuille de style CSS, Cascading Style Sheets, permet de changer les valeurs par défaut des propriétés graphiques des éléments d'une page web. Donc, c'est vraiment ça l'idée. C'est qu'on va changer les valeurs des propriétés graphiques. Donc, typiquement, ce que je peux faire, attention de couper les micros, s'il vous plaît. Ce que je peux faire avec CSS, c'est de changer les valeurs des propriétés graphiques. Notamment ici, regardez, je peux le faire directement, ça c'est assez sympa, ça vous permet de prototyper. Je peux faire, en principe, il va accepter. Il ne veut pas que je modifie, pourtant en principe on peut modifier. Ah ben, j'ai raté ma démo. Je ne sais pas, je vois rien, on clique. Mais en principe, on peut modifier ici. Bon, il ne veut pas, c'est pas grave. On peut modifier ici les valeurs des propriétés graphiques et ça va changer bien sûr l'apparence de notre page web. Alors avant de modifier ces propriétés graphiques, avant de faire des pages, enfin des feuilles de style CSS, il faut savoir comment on va relier une feuille de style CSS avec un document HTML. Alors on a plusieurs façons, je vais en présenter d'autres, HTML et CSS. Comment les lier? La première manière de lier une feuille de style CSS avec du HTML, c'est d'intégrer directement dans le HTML une balise style dans la balise head. Donc, si vous faites ça, après on verra hein, ce que ça veut dire ici. Si vous faites ça, vous intégrez un style CSS dans une balise HTML. Bon, ça c'est bien, c'est faisable, c'est sympa, mais l'inconvénient, c'est qu'on va lier le style avec une page. Et bien souvent, ce qu'on veut, c'est on veut un seul style pour plusieurs pages, toutes les pages de notre site. Alors, une deuxième façon de faire, c'est celle que je vais privilégier ici, c'est de créer le style dans une nouvelle ressource. Attention, c'est encore une notion de ressource. Hein. Derrière, on aura un fichier, mais pour l'instant, essayons de garder en mémoire que c'est une ressource. Donc, on va mettre notre style dans une ressource et on va lier le HTML. C'est ce que je fais ici, c'est un link. Lier le HTML avec cette ressource qui est un style. Donc, ça se fait avec cette balise link. Donc, deux façons de faire pour lier le CSS avec le HTML.
directement une balise style dans la balise head du HTML ou bien une balise link avec un attribut href qui va donner l'URL de cette fameuse ressource. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Je reviens sur mon code ici, c'est le truc que j'avais commenté. Donc j'ai bien une ressource qui sera un fichier pour l'instant style2.css, il est là. Donc, je reviendrai ensuite sur ses propriétés. Et je vais lier cette ressource qui est à droite, ce style, avec ma page HTML. Donc si je fais ça, j'enlève les commentaires. OK, je reviens sur ma page HTML, je mets à jour et voilà. J'ai changé pas mal de choses, j'ai mis un fond noir, j'ai mis parfois du rouge, parfois du jaune. Bon, vous êtes d'accord avec moi, je n'ai pas franchement des super qualités de designer. Néanmoins, tout ce que je voulais vous montrer, c'est que maintenant, je peux changer ces fameuses valeurs par défaut. Pour ce faire, il suffit que je lie la page HTML avec son style CSS. Donc, j'ai utilisé ce lien-là. Allez, maintenant, on va rentrer dans les propriétés graphiques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une propriété graphique? En fait, il y en a pas mal, des propriétés graphiques. Il y en a 200. Il y a 200 propriétés graphiques. CSS nous permet de changer 200 propriétés pour afficher les pages HTML. Donc, ces propriétés graphiques, vous les retrouvez ici. Il suffit de sélectionner des éléments. Ici, et vous allez voir plusieurs propriétés graphiques qui ont été parfois changées ici. Là, j'ai dit que c'était du yellow. Et parfois, c'est encore les propriétés par défaut qui sont données par les standards HTML et CSS. Il y en a 200. On ne va pas toutes les faire. Et puis, ce n'est pas le but de l'UE. L'UE, c'est juste de vous expliquer ce qu'est le standard CSS. C'est absolument pas de faire de vous des professionnels de CSS. Mais si jamais vous voulez devenir fort en CSS, bien sûr, il faut connaître ces 200 propriétés. Moi, j'ai choisi dans mon cours, pour vraiment comprendre comment ça marche, d'en regarder 4 et je vous laisserai en TD, aller en voir d'autres si vous voulez donner un peu plus d'allure à votre page HTML. Je vais regarder la propriété color qui permet de changer la couleur du texte. On peut donner des valeurs red, green, blue, yellow. On peut même mettre un code, un codage hexadécimal, notamment pour les couleurs. On a une autre propriété graphique qui est le background color. Donc, ça permet de changer la couleur de fond. Text align, c'est l'alignement du texte à gauche, à droite, au centre, ou justifié. Et on peut changer le style de bordure. Donc, chaque boîte va avoir une bordure. On peut dire qu'il n'y a pas de bordure, elle est cachée, elle est en pointillé, elle est solide, etc., etc. Donc, CSS, essentiellement, qu'est-ce que c'est? Ça permet de changer les valeurs par défaut des propriétés graphiques et donc ça définit les 200 propriétés graphiques et les valeurs que l'on peut attribuer à ces propriétés graphiques. Donc, lorsqu'on fait une feuille de style CSS, on choisit des propriétés graphiques, on choisit des valeurs et ensuite, on affecte ces valeurs aux éléments du DOM. J'en viens au point qui, pour moi, est très important dans cette UE, c'est comment est-ce qu'on va affecter des valeurs pour les propriétés graphiques à des éléments du DOM. En fait, vous le voyez sur mon exemple, je reviens sur mon exemple ici, vous le voyez sur mon exemple, là, j'ai utilisé par exemple la propriété color en jaune, mais ce que j'ai voulu faire, c'est que ce n'était pas tous les caractères qui étaient jaunes, c'était uniquement ceux-là. J'ai aussi voulu que seul CSS apparaisse en rouge, le reste est blanc. J'ai voulu que seule la grosse boîte autour ait un cadre, une bordure. Donc, je vais vouloir sélectionner certains éléments de ma page HTML, certains éléments de mon DOM et pas tous. Alors, comment je fais? En fait, on a une notion qui est assez connue, c'est une notion de règle. Et une feuille CSS permet de définir plusieurs règles CSS. Qu'est-ce qu'une règle CSS? Alors, on va regarder une règle CSS, c'est ça, là j'en ai deux des règles. La première est ici, et la deuxième est là. Une règle CSS, elle va regrouper différentes valeurs pour différentes propriétés graphiques. Cette règle CSS ici, elle regroupe une seule propriété. La valeur, c'est yellow, là. Et la propriété, c'est color. Là, j'ai une autre règle qui prend la même propriété et qui met rouge. Mais je me sens, ici, par exemple, j'ai mis 3 propriétés et 3 valeurs différentes. Color white, background color black, border style solid. Donc, une règle, déjà, c'est regrouper des valeurs pour des propriétés graphiques.
Alors, comme on a plusieurs règles, on en a 4 ici, la question c'est, OK, mais cette couleur, c'est pour qui? Donc, c'est ce qu'on appelle un sélecteur. Un sélecteur, c'est une expression qui va identifier une sous-partie, un sous-ensemble des éléments de mon DOM, de mon HTML. Donc, je vais revenir sur ces sélecteurs, mais vous voyez, j'ai 4 règles. Première règle ici, propriété color, valeur yellow, acquis. Donc, on sélectionne des balises, et je vous vends un tout petit peu la mèche, mais ça sera pour toutes les balises P, donc pour tous les paragraphes. Je vais expliquer le point juste après, le dièse juste après, et là c'est pour body, donc body c'est notre première balise. Donc ces propriétés-là, ici les valeurs que je change, qui ne sont pas les valeurs par défaut, ces valeurs-là, eh bien, sont valables pour l'élément body. On verra aussi qu'ensuite, on a une cascade des valeurs donc pour tous les fils d'éléments body. Donc voilà, donc ça c'est 4 règles CSS. Première définition, c'est on regroupe des propriétés. Deuxième définition, c'est on va sélectionner un élément ou plusieurs éléments du DOM. Donc ça, c'est cette notion de sélecteur du DOM. Alors, sélecteur du DOM, ça c'est un peu touffu dans mon texte. Je vais essayer de vous détailler ça. Mais il y a 4 moyens essentiellement de sélectionner des balises. Le premier moyen, c'est de sélectionner des nœuds en fonction de leur balise. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Hop, je dis que cette règle s'applique pour toutes les balises P. Donc, si je reprends mon document HTML qui est ici, je vois effectivement que pour toutes les balises P, la couleur sera jaune. Je vais changer, regardez, je vais prendre mon code et je vais dire maintenant la couleur pour toutes les balises P. Donc, ça veut dire pour toutes les balises P, c'est cette propriété-là, vous voyez, cette balise-là, pardon. Eh bien, le texte qui sera à l'intérieur sera jaune. Cette balise-là, on a bien un P, tout ce qui est à l'intérieur sera jaune. Et si je change, si maintenant je dis que c'est red, green, hop, on prend green. Si je reviens sur mon HTML, je reload, hop, voilà. Tous les P, donc tous les textes qui sont là, vous voyez, c'est bien, j'ai bien les boîtes. Hop, je vous le remontre. Tous les P, la balise P ici, je vais en grand. Tout ce qui est à l'intérieur sera jaune. Alors, on va me dire, ouais, mais non, il y a du rouge. Je vais vous expliquer ça par la suite. Mais en tout cas, premier sélecteur, le nom de la balise. Deuxième sélecteur. Deuxième façon de sélectionner donc, des éléments pour leur appliquer des valeurs, c'est écrit ici. Le concept de classe CSS. Alors ça, c'est un concept super important dans CSS. Toute balise HTML peut être associée à une ou plusieurs classes CSS. Il suffit de préciser cela dans l'attribut classe des balises HTML. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas. Je prends mon code ici. Je vais agrandir un tout petit peu pour qu'on y voit plus clair. Je prends mon code ici et je peux définir, lorsque j'écris le HTML, je peux définir cet attribut classe. Et ça veut dire que pour cette balise, je dis qu'elle appartient à la classe des keywords. C'est moi qui donne le nom ici, keyword. Je pourrais dire maintenant, ben voilà, cette balise-là, hop, elle appartient à la classe des, j'en sais rien, important. Donc, important. Je le mets dans les lignes. Voilà. C'est moi qui définis la valeur, le nom de la classe. Donc, il suffit de mettre l'attribut classe et il suffit de mettre la valeur. Alors, on fait cela, c'est vraiment des propriétés de style. On fait cela quand on a envie que plusieurs éléments du DOM qui n'ont pas forcément les mêmes balises. Eh bien, on fait cela quand on veut qu'ils aient un style similaire. Donc, ça veut dire que de l'autre côté, je vais pouvoir définir le style. Alors, je mets un point devant pour dire, le point, ça veut dire quand c'est une classe. Donc là, je suis en train de dire, ben voilà, finalement, tous les éléments qui ont une classe nommée keyword, alors tu les mets en rouge. Hop. Donc si on regarde bien, ça veut dire que finalement, le span qui est là, ce qui est à l'intérieur, ça sera rouge. Et le span qui est là aussi, qui est le même keyword, ça sera en rouge. On va voir ce que ça donne. Si vous regardez bien, tous les spans sont en rouge. Ce que je peux faire pour vous montrer que c'est vrai, je peux changer, je vais mettre ici important, par exemple. Tac. Et là, si je reviens là, si je fais un rafraîchissement, vous voyez que ce CSS n'appartient plus à la classe keyword, donc il n'est plus en rouge. Donc, deuxième façon, sur notre sélecteur, la première façon du sélecteur, c'est d'utiliser la balise.
Deuxième façon, c'est d'utiliser le concept de classe. Troisième façon, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'identifiant de la balise. Donc là, je ne vais pas y arriver. Là, on peut donner, encore une fois, il est possible de donner un identifiant unique à n'importe quelle balise d'un DOM. Il faut alors préciser l'attribut ID de la balise. Si je reviens sur mon document ici HTML, ici sur H1, j'ai précisé que son identifiant à cette balise-là, c'est moi qui lui donne un nom. C'était top. Donc là, je pourrais donner un autre identifiant. C'est moi qui le code ça encore. Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler, j'ai pas trop d'idées, je vais l'appeler bottom. Voilà. Pourquoi pas? Ça vaut pas grand-chose comme les autres. C'est moi qui donne les valeurs. Du coup, je peux utiliser sur ma feuille de style ces identifiants et je mets un dièse devant. Lorsque je mets un dièse devant, ça veut dire que j'utilise l'identifiant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette règle, elle sélectionne, donc on a bien le sélecteur CSS qui est ici, elle sélectionne la balise, puisqu'il n'y en aura qu'une, en théorie, il n'y en a qu'une, la balise dont l'identifiant est top. Et là, qu'est-ce que je dis? L'alignement du texte, c'est centre. Voyons voir ce que ça donne. Je reviens ici, tac. Et quand je fais ça, il est où? Il est H, il est là. Oh, ça, en principe, c'est au centre. Je pense que j'ai encore foiré ma démo. Là, l'idée, c'était que le style CSS soit au centre. Je vais essayer de corriger ça. Je vais continuer mon speech et puis on verra si je peux corriger ça. OK, donc on a ces trois façons. Je reviens sur mon cours. On a ces trois façons de sélectionner les éléments pour leur appliquer des règles. Il y en a une quatrième, je ne vais pas l'utiliser dans mon cours, c'est par les attributs des balises. Mais je vais pas les utiliser. Donc, si je fais une synthèse, cette feuille de style vous présente 4 règles. 1, 2, 3, 4. Chacune des règles a des valeurs par défaut, enfin non, des valeurs modifiées, donc ce n'est pas les valeurs par défaut, pour des propriétés graphiques, ici color. Et chacune des règles a un sélecteur CSS. Je vous ai présenté 3 façons de sélectionner des balises, soit par le nom de la balise, soit par le nom de la classe. La classe, c'est quelque chose qu'on définit quand on construit le HTML, soit par l'identifiant de la balise. Donc là, vous voyez que j'ai deux, c'est peut-être celui-là qui, je sais pourquoi ça va. Je vais temporairement supprimer celui-là, je vais juste vérifier un tout petit truc. Ouais, c'est mieux, là il est centré. Voilà. Je sais pas pourquoi j'avais rajouté ça pour voir des choses. Ah oui, ok, je sais pourquoi. Faudra que je revienne après. Désolé pour cette petite interruption. Voilà, donc en fait, vous comprenez l'idée, j'espère, des feuilles CSS. C'est qu'on définit des règles. Ces règles, c'est des valeurs qui changent les valeurs par défaut des propriétés graphiques. Et on va sélectionner sur quels éléments du DOM il s'applique. On va un tout petit peu creuser encore cette notion de sélecteur. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on peut, je l'ai mis ici, on peut combiner ces 3 manières de faire des sélecteurs et on a environ 60 patterns qui permettent de combiner ces sélecteurs pour avoir des choses plus précises. Je vous ai présenté ici quelques patterns relativement connus. Donc, on a notamment, si je fais et le nom d'une balise point classe, ça veut dire que là, je vais, certes, c'est un sélecteur qui va sélectionner les nœuds qui ont pour balise P, mais aussi qui ont pour classe la classe qui est là. Donc là, ça permet, c'est un et en fait, c'est un et logique entre le nom de la balise et le nom de la classe. Là, on a un autre pattern avec la virgule, c'est tous les nœuds de l'arbre DOM qui ont pour balise div ou P. Donc la virgule, c'est un ou. Donc si vous faites une règle avec div, virgule P, c'est-à-dire que cette règle s'applique pour tous les éléments de votre DOM qui ont la balise div ou la balise P. Si je mets un espace, par contre, là, ça veut dire que ça s'applique aux éléments P qui sont des enfants peut-être un peu plus profonds de la balise div. Si par contre je mets un supérieur, c'est les premiers fils en fait. Enfin, voilà, donc il y a différents patterns. Je vous invite encore une fois à aller voir ces patterns. J'ai mis une référence là dans mon cours. Il y a des patterns sympas, notamment le A2.over. Ça, c'est quand je passe la souris dessus. Alors, je vais vous le montrer, je vais essayer de vous le montrer. Je vais faire H1. J'espère que ça va marcher. C'est un peu à chaud la démo. H1 2.over. Et je vais dire quoi? Je vais dire que la color sera purple. On va mettre un beau purple. Magnifique, de toute beauté. Voyons voir si ça marche. Je reviens là-dessus. Je recharge. Et en principe, quand je passe la souris dessus, vous voyez, hop, ça devient purple. C'est magnifique. Voilà, donc il y en a 60 des sélecteurs comme ça.
Ça permet vraiment de faire des choses jolies. On peut s'amuser avec ces sélecteurs et avec les propriétés. 200 propriétés pour 200 propriétés graphiques, hein, des choses comme ça, il y en a 200. Et 4 façons de sélectionner donc la balise, la classe qui est ici, l'identifiant et 60 façons de les combiner. Ça fait beaucoup de choses à retenir, mais encore une fois, je vous interroge pas là-dessus. Moi, ce qui va plutôt m'intéresser, c'est que vous avez compris comment ça marche. Ok, je continue. Je continue mon cours. Tac, tac. Alors, comment ça marche? Comment ça s'applique? Comment on construit le DOM? Qu'est-ce que ça change par rapport à l'affichage classique? Alors, je vous ai fait un beau schéma. Un magnifique schéma. Alors, comment fonctionne le navigateur? Le navigateur, il va télécharger votre HTML et puis il va se rendre compte que dans votre HTML, bah, vous le voyez ici, j'espère. Je ne peux pas mettre ma souris, mais vous le voyez ici que ce HTML est lié à une feuille de style. Alors, ce qu'il va faire, c'est en parallèle, il va construire le DOM et il va télécharger le CSS. Une fois qu'il a téléchargé le CSS, il va, je vais vous expliquer comment ça marche, mais identifier les nœuds du DOM qui correspondent aux règles et il va recopier les nouvelles valeurs qui ne sont plus les valeurs par défaut. Il va recopier les valeurs des propriétés graphiques. Donc ça, c'est un nouvel arbre qui s'appelle le CSSOM. Donc si vous voulez, c'est je parcours le DOM, je vais chercher les propriétés graphiques et j'applique les propriétés graphiques sur ce nouvel arbre. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire le painting, c'est-à-dire que je peux générer l'image qui sera affichée par votre navigateur. Alors, ce que vous voyez déjà, c'est que le navigateur ne peut pas afficher l'image tant qu'il n'a pas téléchargé les feuilles CSS. Donc ça peut donner un petit peu de latence au niveau de l'affichage sur vos applications web. Si vous avez un gros CSS ou si jamais le serveur web qui envoie le CSS est un peu fatigué, donc ça marche pas, mais vous allez avoir un défaut d'affichage. Donc ça c'est problématique. Donc bon, le navigateur est un peu étanche, mais il faut bien comprendre qu'en parallèle, il va construire le DOM, il va télécharger le CSS, et une fois qu'il aura tout fait, il pourra faire le CSSOM, et ensuite il pourra faire le painting. Alors maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est comment est-ce qu'il affecte ces valeurs au nœud, comment ça marche. Alors en fait, c'est assez particulier. Il va démarrer du haut, il va démarrer de la première balise, c'est la balise body, et il va essayer de chercher s'il n'y a pas une règle qui marche sur la balise body. S'il y a une règle qui marche sur la balise body, il va prendre les nouvelles valeurs, il va les recopier et il va ensuite descendre toutes ces valeurs sur tous les fils de body. Une fois qu'il a fait ça, il descend, il va sur le fils de body. Pareil, il cherche une règle qui correspond à ce nœud-là. Donc, imaginons c'est un paragraphe P. Ah oui, il y a cette règle-là. Donc, je mets tac, telle valeur. Et puis, il va continuer comme ça en descendant. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des cascading style sheets. C'est parce qu'il part du haut vers le bas. Et dès qu'il a trouvé une valeur, hop, par exemple black, eh ben, il considère qu'elle est copiée sur tous les fils de l'arbre. Donc, c'est pour ça que parfois, vous ne mettez pas de propriété graphique sur un nœud. Néanmoins, il a sa valeur qui est changée par rapport à la valeur par défaut. Tout simplement parce que, eh ben, il a eu une valeur qui est venue d'un de ses parents. Là, si je mets black ici, ça va partout. C'est pour ça que ce que j'ai fait sur mon application, sur body, j'ai dit que le background était en black. Eh bien, du coup, tout le background est noir. Pas que du body, en fait, tout le monde. Hop, 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 c'est hérité. Ça va descendre comme une cascade. Alors, il y a un point particulier avec cet algorithme d'affectation des nouvelles valeurs des propriétés graphiques, c'est qu'il se peut qu'on ait deux règles qui donnent des valeurs différentes et qui soient applicables sur un élément de l'arbre. Je crois que j'ai fait un exemple là-dessus. Vérifions. Tac, tac, tac. En principe, j'ai fait ça, où il y a span, class, keyword. Et là, je dis keyword. Donc, ça marche pour celui-là, vous êtes d'accord avec moi. L'idée de la classe keyword. La couleur est rouge. Et maintenant, je vais faire, ah non, il faut que je le dessine maintenant. Je vais faire span
et je vais dire que la couleur est bleue. Alors là, vous voyez ce nœud-là, le nœud span là, qui est là, eh bien, il y a deux règles qui matchent pour lui. La première règle dans le sens de mon fichier, c'est la règle dont le sélecteur passe par la classe, le point keyword, et elle dit que la couleur est rouge. La deuxième règle, c'est la règle qui sélectionne span, ici, voilà. Et elle me dit, bah, là, la couleur est bleue. Pourtant, le navigateur, si on regarde bien, il va choisir. Et il va choisir quoi? Il va choisir bleu. Ah. Pourquoi? Pourquoi il a pris span et pourquoi il n'a pas pris keyword? Donc ça, c'est la grosse question. Attention, parce qu'en fait, il y en a span, c'est là. Ouais, ok, celui-là. Voilà. Donc sur le premier, il ne faut pas que je me mélange les pinceaux parce que sinon, ça va vous compliquer la tâche. Je vais recopier keyword ici parce que sinon, on se mélange les pinceaux. Tac, voilà, hop. Finalement, en fait, il choisit rouge. C'est pour ça que j'ai douté un tout petit peu. Il choisit rouge. Hein. Hop. Alors, est-ce que ça dépend de l'ordre? C'est ce que je voulais vous montrer. Tac, je vais descendre le rouge ici. Allons-y. Je reviens sur ma page HTML. Non, c'est toujours rouge. Voilà, donc ce qui est vachement important, c'est de comprendre ces sélecteurs et de comprendre un petit peu comment ça marche, quelles valeurs on choisit, surtout lorsqu'il y a des conflits. Ça, ce sont des questions qu'il y aura forcément à l'examen. Allez, tout est décrit. Tout est décrit. C'est pas si compliqué, mais c'est pas super simple non plus. Tout est décrit ici. Tac. Voilà. Comment ça marche? En fait, l'algorithme qui va affecter les valeurs au DOM va regarder un nœud et va chercher toutes les règles qui matchent ce nœud. Donc ici, je suis sur le nœud span et je cherche toutes les règles qui matchent ce nœud. Ce nœud, il est là, hein. Il est complet avec le span et sa classe. Donc quand je regarde ce nœud, je me rends compte que il y a ces deux règles qui matchent le nœud. Paf, deux règles. Ah. Et là, on a un problème parce que ces deux règles, eh bien, elles ont des valeurs différentes pour une même propriété graphique. Donc, on a vraiment un conflit. Pour gérer ces conflits, CSS va calculer un score de priorité pour chacune des règles. Donc, par règle, il va calculer un score de priorité. Ce score, c'est représenté sous la forme d'un vecteur à 4 dimensions. In HTML, la première dimension, l'identifiant, le nombre d'identifiants, le nombre de classes, le nombre de balises. La première dimension vaut 1 si la règle est définie dans la balise HTML. Alors ça, je ne l'ai pas détaillé, mais on peut directement, c'est très peu conseillé, on peut directement mettre le style dans l'attribut style de la balise. Donc ça se fait pas beaucoup, ça se fait de moins en moins, mais c'est néanmoins possible. Ça, c'est la première dimension. Donc c'est la première valeur de notre vecteur. La deuxième dimension vaut 1 si la règle utilise un sélecteur par identifiant. La troisième dimension, c'est loin. La troisième dimension vaut 1 pour chaque classe utilisée par le sélecteur. Un sélecteur peut avoir plusieurs classes. Et la quatrième dimension vaut 1 pour chaque balise utilisée dans le sélecteur. Un peu compliqué. On y va. On essaye. Allez, je vais le faire. Donc, premièrement, c'est est-ce que... Donc, on a quatre variables. Hein, on a un vecteur à 4 dimensions. Première dimension, est-ce qu'il y a un attribut style? Non. Bon, ça vaut 0. Deuxième dimension, est-ce qu'on utilise l'ID dans cette règle? Non, c'est une règle par balise, donc 0. Troisième dimension, c'est le nombre de classes. Est-ce qu'il y a des classes là-dedans? Non, 0. Dernière dimension, est-ce que c'est un élément de balise? Oui. Voilà le vecteur. Cette règle-là, qui sont deux règles en conflit. Est-ce que c'est l'attribut style? Non. De la balise. Est-ce que c'est une règle sur l'identifiant? Non. Est-ce que ça utilise une classe? Oui. Est-ce qu'il y a un élément de balise? Non. Voilà nos deux scores qui sont en fait deux vecteurs. Et vous voyez que cette règle-là, eh bien, elle est plus prioritaire parce qu'elle est supérieure dès la troisième dimension. Donc, comme elle est plus prioritaire, c'est cette règle-là qui va primer. Et donc, c'est la couleur rouge qui va être affectée. Voilà. Je supprime ça parce que
c'est moche. Je supprime ça parce que c'est moche. Et donc, on a vu tout à l'heure que, hop, je vais y arriver. C'est bien le rouge qui prime. Alors, voyons voir si ma règle est vraie. Si maintenant je mets un identifiant ici, ID égale, et je l'appelle, je crois que c'est span top. On va l'appeler span top. Hop. Je crois qu'on conseille plutôt de faire ça. Span top. Voilà. Je mets une autre règle par identifiant ce coup-ci. Span top. Et là, je mets color. Je mets du yellow. C'est parti pour un yellow. Donc, je reprends cette règle-là. Elle n'est pas définie par le style, donc 0. Elle a un identifiant, pas de classe, pas de balise. Donc, ça, c'est son score. Celle-là, ça n'a pas changé. Donc, on était sur du 0, 0, 1, 0. Et celle-là, on était sur du 0, 0, 0, 1. Donc, c'est cette règle-là qui va être prioritaire. Donc, en principe, si j'ai bon, on va avoir yellow sur la balise span. Voilà. Tac, j'y vais. Bah, c'est raté. J'ai dû foirer quelque part. Je revérifie. Ouais, j'ai bien foiré là. Bah, je vérifierai tout à l'heure. C'est le problème du live. Si je le mets comme ça, peut-être que Momo il n'a pas aimé. En principe, non. Est-ce que... Ah, je vais pas sauver mon style. Bien sûr. Je vais mettre ça tout simplement. Voilà. Ouf, sauvé. Et allez, je vous fais la dernière priorité. Si jamais je mets style ici, mais ça, je sais pas bien le faire. Il faudrait que je mette style ici. Et là, je sais pas bien le faire. Là. Il faudrait que je mette carrément la règle dans le style. On aurait la priorité max. OK. Donc ça, ce sont les conflits entre les règles CSS. Allez, j'avance. J'ai quasiment terminé. Une chose qui va vous intéresser, surtout, c'est que maintenant qu'on sait faire ces règles CSS, maintenant qu'on sait mettre des sélecteurs CSS, on va se poser la question, quelles sont les propriétés graphiques qui sont intéressantes pour positionner nos boîtes? Alors, je vous en donne 2-3 des propriétés, vous pourrez jouer avec elles. Une propriété qui est très importante pour le positionnement des boîtes. On a vu que par défaut, il y avait du inline et du block sur le chapitre d'avant. Mais une propriété qui va nous intéresser, c'est la propriété display. Cette propriété permet de préciser la façon de disposer les boîtes, alors que ça soit par rapport à leur contenu interne ou par rapport aux autres boîtes situées à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Avec display, on peut vraiment beaucoup jouer avec le positionnement des boîtes. Là encore, il existe 20 valeurs de base pour cette propriété graphique. Et en plus, ces valeurs peuvent être combinées pour obtenir des effets de comportement plus complexes. Moi, je vais vous en proposer 4 des valeurs. La valeur none. None, ça veut dire qu'on ne va pas afficher la boîte. Donc, c'est surtout utilisé quand on veut masquer, peut-être temporairement, une boîte. Bloc, vous le connaissez, c'est quand la boîte va prendre une ligne, toute la place là, de manière horizontale, toute la largeur disponible, et qu'elle ne sera pas précédée d'autres boîtes, ni suivie d'autres boîtes. Inline, bien au contraire, c'est quand la boîte est affichée comme un élément en ligne. Et on a une propriété un peu particulière qui est inline block, c'est quand la boîte est affichée comme un élément en ligne, mais on peut lui donner une largeur et une hauteur définie. Alors voilà ce qu'on peut faire maintenant. Hop, je reprends mon petit jeu, mon petit test. Vous vous rappelez cette balise, la balise H1. Hop, elle est où la balise H1? Elle est là, la balise H1. La balise H1, par défaut, cours d'avant, par défaut, H1 est en bloc. Ben moi, en CSS, je peux considérer que cette balise, alors il est où le ID top? Il est là. Je peux considérer maintenant que son display, eh ben, c'est inline. Rien que pour celle-là. On va voir ce que ça va donner. Tac. Pouf. Donc, ça la met à gauche. Et ça met pas de suite. Pourquoi ça met pas de suite le style derrière? C'est un peu bizarre. Il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, l'idée était ici de changer. Peut-être que j'ai d'autres balises H1. J'ai du H1 over qui va peut-être m'embêter. Bon, j'ai encore raté. J'espère que à chaque fois, j'arrive à me corriger juste après. Mais là, l'idée, c'est que je vais pouvoir changer le style de ces balises pour les positionner les unes par rapport aux autres. Je vais essayer de fixer ça après. J'en ai 2 autres propriétés à vous montrer qui sont assez intéressantes. Je vais donner un exemple qui marche. Je vais vous le repositionner après. Il y a des balises qui sont position et float. Pardon, des balises, des propriétés graphiques qui sont position et float.
Ces propriétés graphiques-là, elles vous permettent vraiment de disposer les boîtes comme vous voulez. Position, vous pouvez dire que c'est une position, elle est toujours posée en haut, toujours en haut à droite. Flottant, c'est-à-dire que vous pouvez même mettre devant d'autres boîtes. Donc ça, c'est assez sympa si vous voulez faire des menus ou ce genre de choses. Voilà, j'en ai mis d'autres, la largeur, la hauteur des boîtes, les marges, les bordeurs, etc., etc., etc. On peut vraiment s'amuser avec toutes ces propriétés. Voilà, je vais essayer de vous faire la deuxième démo. Alors, en principe, c'est index 2. Je vais vérifier ça. En principe, il y a index 2. Je vais regarder là. Est-ce que ça marche si je mets index 2, index2.html. Oui, ça, ce sont mes images. Elles sont là. Et pourquoi elles sont affichées en bloc? Parce que index 2 qui est là, paf, j'ai utilisé un style directement là-dedans et je dis que les images, elles sont en bloc. Et si je les mets comme d'habitude, inline bloc, donc ça c'est la valeur par défaut, hop, elles sont affichées les unes à côté des autres. Voilà, donc ça, hein, sur notre TD, on pourra s'amuser à changer, avec CSS, à changer la disposition des boîtes les unes par rapport aux autres. Allez, je vais un peu plus vite hein, qu'en cours, je donne un peu moins d'exemples, mais ça permet d'aller rapidement à l'essentiel. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une feuille de style, ben, ça permet de changer les valeurs par défaut des propriétés graphiques. Donc, il faut associer la feuille de style au code HTML. Ça peut se faire de différentes façons. Moi, je préfère de mettre les règles CSS dans une ressource et de lier cette ressource au code HTML grâce à la balise link. Dans une feuille CSS, dans une feuille de style CSS, on va regrouper les propriétés graphiques dans des règles et on va faire que chaque règle a son propre sélecteur. Et on a vu que les sélecteurs, il y avait différentes façons de faire un sélecteur, soit par balise, soit par classe, soit par identifiant. Et ensuite, on a vu qu'il y a des patterns de combinaison pour les sélecteurs. Ça suffit pour aujourd'hui, non? Une dernière, ce qu'il faut retenir. Donc, l'affectation des valeurs des propriétés, c'est effectué en construisant le CSS OM à partir du DOM. Et je vous ai expliqué la façon de régler les priorités entre les différentes règles avec ce fameux vecteur de priorité. Je vais arrêter l'enregistrement et je vais passer du temps pour répondre à vos questions.